Le port de Corpus Christi était plongé dans le calme. Aucun pétrolier à quai, aucun moteur en marche, aucun contrat en cours. À la mi-2025, les exportations de pétrole des États-Unis vers la Chine avaient tout simplement disparu, passant de 160 000 barils par jour à presque rien. Pas d'embargo, pas de communiqué officiel, seulement une taxe douanière de 10% et le silence brutal d'un pari colossal sur les exportations qui s'éteint. Au moment même où Trump proclamait que la domination énergétique des États-Unis était acquise, la Chine, elle, ne répondait plus aux appels. Les ports américains, conçus pour alimenter le plus grand acheteur mondial, tournaient désormais à moitié vides, ne servant plus personne. Les pipelines jadis en plein régime se contentaient d'un filet. Les réservoirs n'étaient pas pleins à cause d'une surproduction, mais bien d'un manque d'intérêt. À Washington, Trump continue à publier des tweets accusant les éoliennes de tuer les oiseaux, pendant que Pékin, discrètement, redéfinissait l'avenir du pétrole mondial, et ce sans passer par le dollar. Ce silence n'avait rien d'un oubli. C'était un choix mûrement réfléchi. Dès avril 2025, la Chine avait signé des contrats d'approvisionnement à long terme avec la Russie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Bloomberg précisait que la majorité de ces accords étaient libellés en yuan. Aucun d'entre eux ne passait par le système bancaire américain. Ce n'était pas une simple diversification, c'était une extraction méthodique. La Chine extirpait complètement le pétrole américain de son écosystème énergétique. Ironie du sort, ce sont les États-Unis qui avaient construit l'infrastructure d'exportation, aujourd'hui inutilisée. Entre 2015 et 2023, les ports de la côte du Golfe avaient reçu plus de 25 milliards de dollars d'investissement. Nouveaux terminaux, quais étendus, ports approfondis, tout cela pour permettre un volume élevé de livraisons vers l'Asie et plus précisément vers la Chine. Le raisonnement était simple, s'imposer sur le marché pétrolier à la croissance la plus rapide du monde. Mais en 2025, ce pari s'était effondré. Les raffineurs chinois n'avaient pas attendu un éventuel revirement de politique. Ils avaient qu'arrêté de réserver des cargaisons américaines. Même après des baisses de prix, Reuters confirmait en mai que les barils américains à tarif réduit étaient toujours ignorés. Non pas faute d'offres, mais parce que la Chine avait déjà reconfiguré son système d'importation. Raffinerie ajustée aux qualités de pétrole russe et moyen-oriental, paiement organisé en yuan, routes maritimes alignées sur des fournisseurs indépendants de Washington. Et comment la Maison-Blanche a-t-elle réagi ? Selon le Wall Street Journal, elle s'est obstinée, rejetant la faute sur le Canada pour la hausse du prix du bois et menaçant le Mexique de nouvelles taxes, tout en feignant ignorer l'effondrement du commerce pétrolier. Un commerce qui avait pourtant justifié les investissements d'exportation les plus ambitieux des États-Unis. Mais arrêtons-nous là. Ce qui s'est produit n'était pas du sabotage. C'était une capitulation déguisée en stratégie. Alors que Trump déclarait la victoire contre l'OPEP, la Chine, elle, redessinait la carte. Discrètement. Définitivement. L'Inde a rapidement suivi la tendance. En juillet, New Delhi a élargi ses contrats pétroliers avec Rosneft et Saudi Aramco, appuyés par des règlements en yuan. De leur côté, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie ont modifié leur mécanisme d'achat pour privilégier des transactions hors dollar. Même le Vietnam, pourtant allié officiel des États-Unis, a commencé à réviser ses accords à long terme pour les aligner sur le modèle chinois. Il n'y avait ni déploiement militaire, ni accord diplomatique solennel, juste des contrats, des fichiers Excel, pas des champs de bataille. Pendant ce temps, les exportateurs américains tentaient de s'adapter. Les terminaux pétroliers de la côte du Golfe rapportaient un taux d'utilisation tombé sous les 60% dès juin. Le port de Corpus Christi, capable de traiter jusqu'à 3 millions de barils par jour, ne dépassait plus le million. Ce n'était pas une simple variation, c'était un abandon pur et simple. Et pourtant, l'administration américaine présentait cela comme la preuve que les États-Unis n'avaient pas besoin de la Chine. Un paradoxe évident, toute la stratégie d'exportation américaine reposait justement sur la Chine. Quand Trump a annulé ses propres taxes sur l'aluminium, ce n'était pas un signe d'ouverture, mais l'aveu d'un pouvoir perdu. D'après le Financial Times, le Canada et le Mexique écoulaient désormais plus de 120 milliards de dollars de commerce annuel via leurs propres corridors Atlantique et Pacifique, contournant entièrement le territoire américain. Pourquoi ? Parce que la fiabilité a plus de valeur que les slogans. Et à force d'utiliser le mot « influence » à tort et à travers, Washington l'avait vidé de son sens. Pour les partenaires, cette influence signifiait surtout incertitude. Mais le pétrole, ce n'est pas seulement une matière première, c'est une source d'autorité.
Et cette autorité passe par la monnaie. D'après Bloomberg, à la mi-2025, plus de 80% des importations de pétrole de la Chine n'étaient plus payées en dollars. Ce n'est pas un détail. Chaque dollar écarté, c'est une unité de moins qui circule dans les canaux financiers américains. Et sans cette circulation, les États-Unis perdent une partie de leur capacité à surveiller, bloquer ou sanctionner. L'Iran en a tiré profit. Au deuxième trimestre de 2025, ses ventes de brut à la Chine atteignaient 1,7 million de barils par jour, 10 fois plus que ce que les États-Unis n'avaient jamais fourni. Une grande partie de ce pétrole passait par une flotte fantôme, un réseau flexible de navires sous pavillon douteux, de sociétés écrans et de documents semi-légaux. Il ne s'agissait pas seulement de contourner les sanctions, mais de les rendre obsolètes. Une analyse du Wall Street Journal a révélé que malgré un durcissement des restrictions sur le transport maritime iranien en début d'année, les mécanismes de contrôle échouaient à suivre au moins 40% de ces exportations. Les théières chinoises, ces petites raffineries privées très agiles, achetaient ce brut sans hésiter. C'était moins cher, plus simple, et surtout, ce n'était pas américain. Autrefois, le pétrole américain séduisait par ses prix, son volume et son image de molécule de liberté. Désormais, ses atouts étaient surpassés par 3 choses: la constance, la simplicité des paiements et la géopolitique. Et ceux qui pensaient que l'Iran faisait figure d'exception ne regardaient pas du côté de l'Arabie Saoudite. Le géant pétrolier Aramco avait non seulement accepté d'être payé en yuan par certains clients chinois, mais avait aussi investi des milliards dans des installations de raffinage en Chine. Résultat, des infrastructures en copropriété, donc des clients captifs, et des clients fidèles garantissent une stabilité à long terme, exactement ce que les États-Unis ne proposaient plus. D'après le Financial Times, en juillet 2025, les réserves stratégiques de pétrole de la Chine dépassaient le seuil de 3 mois d'importation, répondant et même excédant les recommandations de l'AIE. Les fournisseurs, la Russie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Aucun paiement exigé en dollars, aucune trace américaine. Et ce changement n'était pas que économique. Il s'agissait aussi d'immunité. En construisant un écosystème pétrolier complètement indépendant des infrastructures financières américaines, la Chine s'est dotée d'un pare-feu face aux pressions de Washington. Pas besoin de SWIFT, pas de sanctions applicables, aucun accès requis. C'est là toute la contradiction. Les États-Unis ont passé 20 ans à prêcher la sécurité énergétique pour finalement transformer leur propre système en arme que les clients ont choisi d'éviter. Alors que l'administration américaine se félicitait d'avoir gagné une guerre commerciale, le rôle central du dollar dans le commerce pétrolier mondial commençait à s'effriter. Au troisième trimestre, l'Inde rejoignait la transition. Ses accords pétroliers avec la Russie et l'Iran reposaient désormais sur des systèmes d'échange rouble-roupie ou yuan-roupie, permettant ainsi d'éviter totalement les banques occidentales. Même les raffineurs européens, pourtant encore acheteurs de brut américains, négociaient des délais de paiement allongés et des options hors dollar afin de réduire leur exposition au risque de change. Ce ne sont pas de simples ajustements politiques, ce sont des transformations profondes et structurelles. Les États-Unis n'ont pas seulement perdu la Chine en tant que client, ils ont perdu leur dernier levier exclusif dans le commerce pétrolier, le pouvoir de fixer les prix, d'imposer des sanctions et d'influencer via leur devise. Et cela ne s'est pas fait par la force, les Américains ont été simplement surpassés. Même le Canada, partenaire historique dans le domaine pétrolier, s'est discrètement détourné. Un rapport de Reuters, datant de juillet 2025, a confirmé que les expéditions de brut canadien via les ports américains avaient chuté de 40% par rapport à l'année précédente. La raison ? Une instabilité commerciale chronique, accentuée par les tarifs douaniers imposés lors des tentatives de Washington de renégocier tous les accords simultanément. Alors, où cela laisse-t-il les États-Unis ? Avec des ports surdimensionnés pour des acheteurs partis ailleurs, des oléoducs sans destination, des systèmes de paiement que plus personne ne souhaite utiliser, une stratégie fondée sur l'idée que le prix surpasserait toujours les considérations politiques, une stratégie qui s'est révélée perdante. Le Financial Times rapportait que les exportateurs américains cherchaient désormais des débouchés secondaires en Europe, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, mais aucun de ces marchés ne rivalise avec la Chine en termes de volume, de stabilité des prix ou de poids stratégique. On peut remplacer un client, on ne remplace pas un marché entier. Et à l'été 2025, ce marché avait déjà tourné la page. Ce qui reste, du bruit. Des déclarations politiques, des infrastructures devenues obsolètes, et un président qui continue de pointer du doigt des moulins à vent pendant que le reste du monde signe des contrats sans inclure les États-Unis. Ironiquement, ce sont les États-Unis qui avaient contribué à établir les règles du commerce énergétique mondial. Et maintenant, ils les rejettent et se retrouvent mis à l'écart. Personne n'a interdit le pétrole américain, le monde a simplement cessé d'en avoir besoin.
Ce n'est pas une forme d'isolement, c'est une perte de pertinence. Et la perte de pertinence ne se manifeste pas bruyamment. Elle s'installe doucement. Par un contrat non renouvelé, un avis redirigé, une cargaison réglée dans une autre monnaie, un appel sans réponse. La réorganisation du marché mondial du pétrole n'a jamais reposé sur la confrontation directe. Elle s'est construite sur des calculs précis. Et Washington, malgré ses grandes déclarations, n'était pas présent quand ces choix ont été faits. En août 2025, les données de l'administration chinoise des douanes ont révélé une statistique inédite. Aucun navire pétrolier américain n'avait franchi les ports chinois durant tout le mois. 0 baril, 0 traitement, 0 attente. Ce n'était pas un oubli, c'était une confirmation. Selon S&P Global, même les commandes de secours provenant de raffineurs indépendants avaient cessé. Le pétrole américain n'était plus seulement ignoré, il était devenu inutilisable dans le nouveau système. Dans le même temps, la Banque de communication de Chine lançait un nouveau protocole de règlement international, permettant des paiements directs en yuan entre fournisseurs d'énergie et importateurs chinois. Ce système contournait à la fois SWIFT et le dollar. Le Financial Times confirmait que des tests pilotes étaient déjà en cours avec les Émirats arabes unis et l'Iran. Il ne s'agissait pas de projets expérimentaux, ces protocoles prenaient racine. Plus profondément encore, Saudi Aramco signait en juillet une coentreprise pour créer une infrastructure de compensation en yuan, installée dans la zone de libre-échange de Shanghai. Pas des terminaux pétroliers, des chambres de compensation. La Chine ne se contentait plus d'acheter du pétrole, elle institutionnalisait la monnaie utilisée pour le payer. Ce n'est pas une guerre monétaire, c'est un transfert monétaire, une transaction à la fois, un partenaire après l'autre. Et pendant ce temps, Washington menaçait encore de sanctions dans un jeu auquel de moins en moins de pays participaient. Le marché ne s'est pas éloigné de l'Amérique, il a évolué sans elle. La vraie question n'est donc plus « comment avons-nous perdu la Chine ?» C'est « quelle sera la suivante quand le monde entier réalisera qu'il n'a plus besoin de nous non plus ?» Car quand le monde cesse d'appeler, ce n'est pas un moyen de pression, c'est juste la nouvelle réalité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre soutien sont précieux et c'est grâce à vous que cette aventure continue. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans le même esprit, toujours plus approfondies et percutantes. Merci encore et à très vite.